Docteur, bonjour. Bonjour madame. À quel moment on peut parler du cancer de l'utérus? Alors, le cancer de l'utérus, ça fait partie des cancers gynécologiques féminins, dont la plus fréquente, ce sont les deux cancers de l'utérus et cancer du sein. Donc, mais cancer de l'utérus, c'est lorsqu'il y a une modification, c'est-à-dire normalement, il y a une partie de l'utérus qu'on appelle le col. Cette partie est située en avant, dans le canal vaginal. Donc, quand il y a une modification, la structure de ce col-là, on parle d'abord, pas directement de cancer, hein, donc on parle d'abord de lésions précancéreuses et après, quand ça évolue, maintenant vers les lésions invasives jusqu'à devenir un cancer. Voilà. Donc, est-ce que le cancer du col de l'utérus est égal au cancer de l'utérus? Le point de départ, c'est le col d'abord. Voilà. Le cancer commence par le col et après, ça peut envahir l'utérus et même les organes de voisinage, voilà, tout ce qui se situe autour de l'utérus. Mais initialement, ça commence d'abord par le col. Donc on a d'abord plusieurs étapes, mais on a d'abord les lésions, qu'on appelle les lésions dysplasiques, qui ne sont pas d'abord d'emblée de cancer. Et si ces lésions ne sont pas prises en charge, ils évoluent progressivement vers les lésions invasives et voilà, au stade terminal qui est le cancer qui s'installe. Et qu'est-ce qui provoque cela? Alors il faut se dire que normalement, les cellules de l'organisme sont constituées à telle enseigne qu'il y a un contrôle. C'est ce qu'on appelle scientifiquement l'apoptose, qui est contrôle l'évolution anarchique ou bien la prolifération anarchique des cellules. Mais quand on parle de cancer, ça veut dire que ce contrôle est perdu. On n'a pas la perte de contrôle, on n'a pas le contrôle de cette prolifération-là. Et effectivement, les cellules évoluent de façon anarchique, autonome, sans aucun contrôle. Donc, ils échappent en quelque sorte au contrôle. Et en ce moment, ils envahissent et voilà, ça devient un cancer. Maintenant, dans le cadre du cancer de col, effectivement, il y a plusieurs cancers. Mais ce cancer, il y a des cancers qui sont hormonodépendants, tel que celui du sein, de l'estomac et autres. Mais ce cancer est lié à un virus. Ce n'est pas un cancer qui est lié à l'hormone. C'est un cancer qui est lié à un virus. On appelle Human Papillom-Virus. Donc c'est ce virus-là qui est à l'origine du cancer du col de l'utérus. Ça veut dire que ce cancer n'est pas du tout héréditaire? Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est purement infectieux. Le point de départ, voilà, c'est infectieux, c'est le virus. Et à quel moment la femme peut sentir déjà les premiers symptômes? Ok, alors, il faut se dire que c'est un cancer qui n'évolue. Ce n'est pas que la femme a l'infection et que demain elle va faire le cancer. Hein. Ça prend jusqu'à 15 ans pour faire le cancer. Hein. Okay, ça prend 15 ans au moins pour s'installer et se devenir un cancer. D'où l'importance, voilà, peut-être qu'on verra plus tard, de la prévention surtout, parce que le traitement, vous savez que jusqu'à ce jour, on n'a pas un centre de prise en charge oncologique au Tchad. C'est difficile, l'État fait des efforts, donc voilà, les choses sont en marche. Mais on n'a pas encore les moyens vraiment adaptés pour une prise en charge vraiment curative du cancer. Donc le meilleur traitement, c'est la prévention. Donc il faut essayer de voir comment on peut prévenir le cancer du col de l'utérus. Donc généralement, c'est des jeunes filles. Donc voilà, il faut le faire un vaccin avant le premier rapport sexuel surtout. Le plus important, c'est ça. Donc c'est la vaccination. Le meilleur traitement de nos jours pour un cancer, c'est la prévention. Et dans le cas du cancer du col, c'est la vaccination contre l'human papillome-virus. Donc dès que la fille a déjà l'âge, voilà, de 15 ans déjà, il faut le vacciner avant qu'elle ait le premier rapport sexuel. Alors ça, beaucoup de gens ne savent pas, parce que ce qu'il n'y a pas autant de sensibilisation autour de cette maladie. Parce que ça n'entre pas dans le cadre de PV, ce qu'on appelle le programme élargi de vaccination. Ça n'entre pas dans le cadre, c'est un vaccin qui n'est pas entré dans le programme, mais ça existe. Donc voilà, la meilleure façon de le faire, c'est essayer de faire peut-être pour que la vaccination entre dans le cadre de PEV. Comme ça, toutes les jeunes filles pourront en bénéficier. Mais c'est le meilleur traitement, c'est la prévention. Du coup, on peut dire que la tranche d'âge qui est vraiment ciblée est les jeunes filles d'un certain âge, 15, 16 ans. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier rapport sexuel surtout. Parce que si la fille a déjà un rapport sexuel, elle n'est plus éligible à la vaccination. Donc il faut être tellement enseigne que voilà, c'est difficile de retarder le rapport sexuel, mais essayer d'anticiper à ce qu'elle soit vaccinée avant qu'elle ait le premier rapport sexuel. Parce qu'effectivement, c'est ce qui. On dit que les maladies précoces, les rapports sexuels précoces, ce sont les facteurs de risque de cancer parce que on n'a pas eu le temps de faire la vaccination. Donc dès qu'ils ont un rapport déjà, ou dès qu'ils sont mariés très tôt déjà, ils ont des rapports déjà. Donc voilà, cela augmente le risque de développer des lésions précancéreuses plus tard, faire un cancer du col de l'utérus. Mais et quand la maladie s'installe déjà, comment se passe le traitement? Du point de vue clinique, il faut faire d'abord le diagnostic. Voilà, pour le traitement, il y a le diagnostic d'abord. Donc voilà, il y a des signes cliniques qui orientent. Mais généralement, et malheureusement, quand les signes s'installent, ça veut dire que, voilà, comme je vous l'ai dit, le cancer s'est installé. Parce que ça prend 15 ans, et progressivement, ça évolue. Donc, les femmes viennent généralement pour une douleur au bas-ventre, pour des saignements, voilà, pendant des rapports sexuels, ou bien des saignements qu'elle fasse spontanés, ou lors de toilettes intimes, avoir des saignements, voilà. Donc, ça veut dire que là, le cancer s'est installé déjà, malheureusement. Voilà. Et quels sont les obstacles au dépistage
du cancer de col de l'utérus ici au Tchad? Je pense que c'est un problème de communication de la population féminine, hein, parce qu'il faut le dire que pour une femme normale, excusez-moi le terme, mais on n'a pas besoin de... Docteur, on va bien, hein, on est normal. Là. On n'a pas l'air. Ben oui, excusez-moi le terme, parce que normalement, pour une femme, normalement, il y a une consultation qu'on appelle la consultation gynécologique de routine. Oui. Donc on n'a pas besoin qui se fait chaque... d'être malade avant de venir voir le gynécologue pour une femme. Donc chaque 3 ans pour le cancer de col de l'utérus, il y a un dépistage de routine. Chaque 3 ans, il faut venir voir son gynéco pour pouvoir bénéficier, c'est un droit et normalement, bénéficier de son texte qu'on appelle le frottis, ou bien un texte et l'expression visuelle du GOL, qui permet effectivement de détecter déjà les lésions précancéreuses. Et là, la prise en charge est très efficace. Une petite lésion au niveau du col, avec une petite intervention localement. Ça va. Voilà, ça va. On est épargné. Mais je pense que le docteur a tout à fait raison. Le problème, c'est qu'on ne prend pas le temps non plus de faire un contrôle médical, surtout chez nous les femmes. Honnêtement, on ne le fait pas vraiment. Donc peut-être c'est plus d'accompagner avec assez de sensibilisation autour de cela pour amener les femmes à le faire. Donc voilà un peu. Mais c'est quand même triste d'entendre tout ça. C'est assez triste, surtout quand on peut entrevoir... Ou on peut éviter, même à travers juste un vaccin. Que le docteur me dise qu'une fois que le virus est là, il n'y a plus rien à faire. Oui. Bon, il faut se dire, il ne faut pas faire paniquer les femmes. Ce n'est pas tous ceux qui ont le virus qui vont faire le cancer. C'est juste dans 60%, la lésion va évoluer spontanément vers la rémission, vers la guérison. Parce qu'il y a un système immunitaire qui est le défense de l'organisme contre les germes. Donc effectivement, justement, si la personne n'est pas immunodéprimée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème qui entraîne un trouble de l'immunité, la personne se défend, la femme se défend. Mais il y a des virus qui échappent maintenant au contrôle immunitaire. Effectivement, c'est dans l'ordre 10% qui vont évoluer d'abord vers les lésions précancéreuses. Donc s'il y a un dépistage précoce et qu'une prise précoce, avec la guérison est vraiment presque gagnée. Mais à quoi elle est exposée cette femme? Est-ce que demain, cette femme peut prétendre avoir des enfants? Ben oui, comme je l'ai dit ici, parce que dans le cadre de la prise en charge, effectivement, ça part jusqu'à l'opération, et l'opération consiste qu'elle femme aller jusqu'à faire ce qu'on appelle l'hystérectomie, enlever l'utérus. Donc si la lésion a évolué et qu'on est obligé d'aller, parce qu'il faut mettre sur la balance entre la vie de la femme et sa fertilité, il faut voir. Donc si on pense que sa vie est engagée, le processus vital est sombre, on va juste quand même enlever l'utérus, donc là la fertilité est compromise. Maintenant, si c'est une lésion précancéreuse, que le dépistage a été fait très précocement et que la prise en charge, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs techniques de la prise en charge. Donc si c'est une petite lésion précancéreuse et qu'on peut opérer localement par ce qu'on appelle la colonisation au niveau du col, la femme peut continuer à concevoir, il n'y a pas de souci, elle peut concevoir. Donc le plus important, c'est dépistage précoce, prise en charge adaptée précoce aussi, avec une guérison qui est vraiment... Voilà. Pratiquement à Djamena, pour une femme qui nous regarde, quand elle ressent des signes, où aller se faire dépister et comment? Est-ce que ce n'est pas hors des moyens de certaines classes et tout? Le dépistage en question, ça coûte pas cher, mais tous les grands maternités de N'Djamena, ils ont les moyens pour faire ça. Ça se fait même au bureau du gynécologue et ce n'est pas aller au laboratoire. Hein. Même au bureau du gynécologue, on peut faire ça. Donc nous, en tant que gynécologue aussi, lors de nos consultations gynécologiques, on propose aux femmes, voilà, écoutez, voilà madame, telle pathologie, telle si vous le permettez, parce qu'il faut demander l'avis d'abord. Je peux vous aider en faisant ce texte-là qui, voilà, ça prend même pas 5 minutes. Donc ça se fait au bureau du gynécologue et dans tous les hôpitaux de N'Djamena et même de province actuellement, il y a des gynécologues, on peut le faire. Et c'est un texte, même une sage-femme peut le faire. Vous allez trouver dans certaines structures ici sanitaires N'Djamena où les sages-femmes font ça aussi. C'est très simple, un petit produit là seulement. Le frottis, effectivement, a besoin de la boue. Mais il y a ce qu'on appelle le Ligol, qui est une solution un peu avec iode et bétané. On peut faire ça au bureau de consultation gynécologue. Donc c'est très facile dans toutes les maternités, tous les services de gynécologie de N'Djamena. Et dans certaines provinces aussi, c'est possible. D'accord. Alors, face aux femmes, est-ce que vous essuyez deux fois des refus d'être consulté par un homme? Des stéréotypes qui persistent encore dans le subconscient des femmes qui refusent de se faire consulter par des médecins hommes? Honnêtement, ça fait bientôt 15 ans que je travaille comme médecin, mais je n'ai jamais eu de résistance. Jamais eu de résistance. Voilà. Il suffit d'expliquer d'abord, parce qu'il faut gagner la confiance d'abord. Voilà. Donc, il faut gagner la confiance. Donc, expliquer normalement l'importance de l'examen. Même si la personne ne comprend pas la langue, il faut trouver un interprète pour expliquer. Je pense que dans la plupart des cas, les femmes sont coopérantes. Personnellement, moi, parce que je n'ai pas eu de résistance. D'accord. Voilà. Je travaille à Mère Enfant, je travaille sur Bon Samaritain. Voilà, j'étais ailleurs aussi. Donc la mentalité a évolué. Voilà. La communication. Ah oui. J'ai jamais eu de résistance. Tout à fait. Quelle est la situation aujourd'hui actuelle du cancer de l'utérus? Oui, précisément. De moins en moins ou ça s'aggrave?
Je ne peux pas dire de moins en moins, du moment où on n'a pas un centre de prise en charge, on n'a pas un centre d'oncologie au Tchad. Donc je ne peux pas me permettre de dire de moins en moins. Je me rappelle qu'en 2019, il y a une enquête qui a été faite, 300 cas en N'Djamena de cancer de col de l'utérus, 300 cas en 2019. Oui, donc la prévalence est très forte. Il y a des études qui ont été réalisées dans plusieurs centres ici, à le premier enfant, à Bangor. Voilà, la prévalence est 70%, 30%, 25%. Et même dans une clinique privée, un gynécologue qui a fait ça, c'est 25% la fréquence, vous voyez. Et jusqu'à là, il n'y a pas de prise en charge. C'est là où j'insiste, j'ai dit le meilleur traitement, c'est la prévention. Et donc, dépistage précoce et prise en charge adaptée. Merci beaucoup, docteur, d'être venu sur ce plateau et de nous éclairer sur le cancer du col de l'utérus.